Le choc a été si violent que les plots installés sur la chaussée ont été balayés. Sur le boulevard Carnot, artère trépassante de Cannes, de nombreux témoins ont assisté à l'accident. On a entendu un gros boom et des cris, une femme criait, c'était très fort et je me suis précipité au départ. Quand j'ai vu que c'était très grave, j'ai fait demi-tour, j'ai été chercher mon téléphone et j'ai appelé les pompiers pour qu'ils arrivent au plus tôt. À 21h ce soir, en 4x4 file à toute allure sur le boulevard. Au même moment, une femme de 35 ans décharge les courses. Elle est accompagnée de sa fille et de sa nièce. Le 4x4 les percute violemment. Un habitant raconte une scène d'horreur. Elle était complètement encastrée dans le coffre. Ils ont mis 40 minutes à la sortie du coffre. Ce soir, la maman est toujours entre la vie et la mort. Quant à sa nièce, âgée de 14 ans, son pronostic vital n'est plus engagé, mais risque d'amputation. Ivre, le chauffeur du 4x4 prend la fuite et poursuit sa route avant de percuter en terre-plein. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. On habite à 10 minutes à pied, on passe tous les jours par là parce qu'on va au parc juste à côté et on se dit que oui, on est un mère de famille, père de famille, la vie peut basculer juste parce que les gens ne sont pas raisonnables. On a peur maintenant. Depuis janvier, il y a eu 37 morts sur les routes du département. La délinquance routière est une véritable fléau dans les Alpes-Maritimes, souvent accompagnée de délits de fuite. Souvent, ils sont démunis de leur permis de conduire ou d'assurance et ils prennent la décision de quitter les lieux, soit ils sont sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants et ils décident de s'enfuir. Et bien souvent, les deux sont liés. C'est quelque chose que l'on constate de plus en plus fréquemment sur le terrain. Le parquet de Grasse a ouvert une enquête placée d'abord en cellule de dégrisement. Le conducteur est dépouillé, soit en garde à vue. 2 semaines après le cas de Louvre et 7 arrestations plus tard, les enquêteurs tentent de comprendre qui était présent lors du cambriolage, quel est le rôle de chacun. Un homme de 37 ans vient d'être mis en examen et placé en détention pour vol en bande organisée. Il est suspecté d'être l'un des 4 hommes du commando ayant dérobé les bijoux de la couronne. Autre fait nouveau, une femme de 38 ans a elle aussi été mise en examen et écrouée pour complicité et association des malfaiteurs. Mère de famille en pleurs devant le juge samedi. Elle est effondrée, elle constate par ailleurs ce qu'on lui reproche et ne comprend pas du tout son implication, en tout cas les éléments qui lui sont reprochés. Les premières conclusions de l'enquête administrative ont été rendues publiques par le ministère de la Culture, Hastati, elles sont accablantes. Ça fait plus de 20 ans que les risques d'intrusion et de vol ont été structurellement sous-estimés, en sous-équipement des dispositifs complètement obsolètes. La ministre de la Culture réclamait une nouvelle direction de la sûreté du Louvre, des systèmes anti-intrusion plus modernes et performants et des dispositifs anti-voitures béliers. Certains visiteurs ne comprennent pas que la sécurité ne soit pas plus importante. Vu ce qui s'est passé rien que quelques jours après, cela devrait inciter à avoir un peu plus de présence pour marquer le coup. Il n'y a aucune caméra en apparence, il n'y a rien du tout. Je pense que ce ne sera pas de trop. À ce stade, 4 suspects ont été mis en examen, 3 personnes ont été remises en liberté. Ce soir, le ministre de l'Intérieur déclare avoir bon espoir de retrouver les bijoux. Au cœur de Briançon, l'hommage pour Maceo, 14 ans, est discret. Les routes sont accrochées en pont qui surplombent la rivière. C'est dans les eaux tumultueuses que les gens est mort noyé vendredi. Tout commence sur une autre CNews à la nuit tombée. Maceo participe parce qu'il pense être un jeu avec les amis. Il monte sur un sommier accroché à l'arrière d'un véhicule, puis tracté. Il est soudainement éjecté dans la rivière au moment du demi-tour du véhicule. 7 habitants, près des lieux du drame. On voit très bien qu'on tombe facilement dans l'eau. On l'a retrouvé à presque 12 kilomètres. Alertés par les amis de la victime, les secours n'ont repêché le corps de Maceo qu'au petit matin. À 14 ans, il est mort noyé selon l'autopsie.
Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et le conducteur du véhicule a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'était pas sous l'emprise d'alcool ni de stupéfiants au moment des faits. L'affaire plonge aujourd'hui dans le deuil de la commune de Montagne. On a l'habitude des drames accidentels, malheureusement liés aux risques naturels et aux avalanches, mais les enfants, des gamins de cet âge-là qui meurent à cause d'enjeux, c'est à la fois inexplicable et très choquant. Mort pour un jeu qui consisterait à rester debout ou allongé sur un matelas tracé à vive allure par des véhicules, pratiqué sur le sable, la neige ou même la route. Ce défi est populaire dans les pays anglo-saxons. Les couchsurfing, la pratique est relayée sur les réseaux sociaux et inquiète les associations de protection de l'enfance. Il faut que les adultes s'y intéressent. Il ne s'agit pas de dire attention, qui est en danger, on en parle, on met des mots dessus, on dit que c'est ça. Ça permet à l'adolescent de savoir un peu plus que c'est dangereux. Cette association demande aux plateformes en ligne de supprimer de leur diffusion ce type de contenu. Est-ce en tournant dans la taxation des ultra-riches? Hier soir, l'Assemblée a transformé l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. De quoi s'agit-il? Le patrimoine immobilier serait toujours imposé, mais aussi les bateaux et voitures de luxe et les actifs financiers comme les assurances pays. On arrive à quelque chose qui permet d'avancer, qui permet vraiment, je pense, de répondre à cette question qui préoccupe les Français de l'équité devant l'impôt. Mais la France insoumise monte au créneau contre ce nouvel impôt, jugé moins rentable que l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ils ont fait leurs calculs. Un homme avec un patrimoine de 100 millions d'euros, selon eux, avec l'IFI, paierait 1,35 million d'euros d'impôt. Avec l'impôt sur la fortune improductive, ce serait 910 000 euros. Par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière, qui est un barème progressif, là, on est sur un taux fixe. Ce qui est certain, c'est que les plus gros patrimoines, c'est-à-dire les multimillionnaires ou les milliardaires en termes de patrimoine, paieront moins d'impôts si ce dispositif devait voir le jour. Le camp gouvernemental s'oppose aussi à cette nouvelle version. Cet impôt a été voté grâce à une alliance hétéroclite. Rassemblement national, Modem et socialistes prêts à améliorer cette taxation. C'est positif, même si pour nous, le compte n'y est pas totalement, puisque nous souhaitons travailler à nouveau sur le taux, travailler sur le plancher, afin de s'assurer évidemment d'avoir le meilleur rendement possible. Cet impôt doit passer plusieurs barrages, notamment le Sénat. La taxation des plus fortunés n'a pas fini d'être au centre des débats. Cette maison à Pornic, disait le maître, y est très attaché. C'est une petite maison que j'ai héritée de mes parents. Elle fait à peine 30 mètres carrés. Au moment de la louer, elle avait donc pris soin de bien choisir sa locataire. Elle m'a dit qu'elle a trouvé du travail en CDI. Je repars avec le certificat de travail et le chèque de caution de 2 mois. 3 semaines plus tard, c'est la touche froide. Le chèque de caution est rejeté par sa banque et il n'est relié à aucun compte bancaire. Je me dis que c'est bizarre, c'est vraiment pas normal. Alors je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, mais soyez patiente, ça va venir, c'est un peu long, mais je vous promets, je vous l'emmène, il n'y a pas de souci. Elle ne lui a jamais payé le locataire, laisse derrière elle 6 000 euros de loyer impayé auquel s'ajoutent près de 2 000 euros de frais d'avocat. Les mauvais payeurs, dans certains cas, vont jusqu'à falsifier leurs dossiers. Depuis quelques années, les faux documents sont de plus en plus fréquents dans les dossiers de location. En quelques clics seulement, il est possible de se procurer des fiches de paie sur mesure, par exemple. Et sur les réseaux sociaux, des escrocs vont encore plus loin et proposent des dossiers clés en main. Une entreprise analyse 500 000 documents par an. Et dans 7 cas sur 10 au moins, l'un d'entre eux est falsifié.
Désormais, certains locataires vont même jusqu'à créer des documents de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. C'est le cas d'une carte d'identité. Vous savez, parce que ce soit au niveau des polices ou même au niveau de la ligne MRD, c'est les deux petites lignes qui sont au fond, il y a des incohérences. Et puis l'expression de la photo n'est pas conforme à une pièce d'identité, on voit que c'est généré. De faux documents devenus très difficiles à détecter pour le propriétaire qui se retrouve parfois dans une impasse. En Nancy, une huissière vient de récupérer les clés d'un appartement. Faudreco fait d'état des lieux, le locataire est parti après 2 années sans payer. Tout le dossier de location était faux. Mais une fois le bail signé, le locataire était légalement chez lui et les coucous pour les propriétaires sont compliqués et souvent très longs. Peu importe le fait que la personne vous ait donné des fausses quittances ou des fausses attestations, c'est un bail signé, donc vous êtes obligé de le faire résilier judicieusement. Fabriquer un faux dossier de location est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Disneyland, son château et sa magie, mais aussi à l'entrée des vendeurs à la sauvette. Ils sont plusieurs à la mi-journée sous le regard des visites à proposer de racheter leurs billets aux clients qui ont fini leur visite. Comme mon père de famille, une faute rendue possible car les billets permettent d'entrer et des sorties illimitées. Certains s'en vantent depuis des années sur les réseaux sociaux. Sur une vidéo, deux jeunes filles ont même réussi à entrer sans payer chez Disney. Une entrée aujourd'hui coûte 106 € pour une personne et 410 € pour un couple et 2 enfants. Le recours à la fraude n'étonne pas un étudiant. On peut comprendre tout à fait quelqu'un qui n'a pas les moyens, ça peut être avantageux si tu viens en demi-journée de payer un billet moins cher qu'un billet entier. Pour contrer cette tromperie, le parc d'attractions a installé à l'entrée un système de reconnaissance visuelle. Votre photographie sera prise et associée à votre billet d'entrée adulte, afin des intérêts légitimes d'Euro Disney de lutte contre les entrées frauduleuses. Disney s'engage à ne pas conserver les photos. Aux États-Unis, Disneyland est même allé plus loin. Les visiteurs doivent présenter leur empreinte digitale pour accéder au parc d'attractions. Petits ou grands chiens de race ou bâtards, poilus ou pas, des dizaines de chiens gambadent chaque jour dans un parc sous l'œil attendri de leurs propriétaires. C'est une partie de notre vie, les animaux, donc quelque part, c'est une extension de nous. Mais ces compagnons vivent bien moins longtemps que les humains, 8 à 15 ans pour un chien, 10 à 20 ans pour un chat. À la mort de leur animal, certains maîtres choisissent de l'inhumer, comme ici, à Agnières-sur-Seine, dans le premier cimetière animalier du monde, date de 1899. En France, un animal de compagnie ne peut pas reposer aux côtés de son maître, c'est interdit. Au grand regret des propriétaires de Lancelot, leur bulldog est mort en mai dernier. S'ils avaient, par exemple, un tombeau familial ou quelque chose de cet ordre-là, j'aurais choisi de l'enterrer à cet endroit-là, avec nous. Ce souhait, une star l'avait aussi émis en août dernier. Alain Delon voulait que son dernier chien, Lobo, repose à ses côtés. Le chien a finalement survécu au maître. Mais le débat n'est pas anecdotique. À l'heure où un foyer sur 10 possède un chien, un chat ou un lapin, une vingtaine de députés, dont Olivier Falorni, ont proposé de légiférer pour que l'on puisse être enterré avec son animal de compagnie. C'est finalement de permettre à des hommes et des femmes qui ont explicitement exprimé ce vœu de leur vivant de pouvoir être inhumés avec leur animal de compagnie. Alors je précise bien avec l'urne cinéraire de leur animal de compagnie, développe l'élu. Être enterré dans des centres de son animal préféré, c'est possible en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, et depuis un an à Belgique. À 50 km de Bruxelles se retrouve un crématorium pour animaux pratiques. 5 à 7 incinérations par jour. Colonel Francotte vient d'y dire adieu à son chien Max. Il était son seul compagnon depuis le décès de son épouse. Dans 1 heure et demie, il repartira avec les cendres.
Il va être placé dans une urne que je vais mettre sur un meuble chez moi. Donc, il est à côté de moi, il est dans la maison. Le jour où moi je partirai, il viendra avec moi dans mon cercueil. Voilà. C'est ce que je dois faire. Il sera toujours avec moi. Si la Belgique a décidé de légiférer en ce sens, c'est pour unifier une pratique qui était déjà tolérée localement. Comme les cendres sont stériles, il n'y avait aucune incompatibilité à le faire. Et le fait que ça soit réglementé incite de plus en plus les gens à le faire. Les Belges qui souhaitent être enterrés avec leur animal de compagnie doivent le stipuler dans une déclaration de dernière volonté à déposer en mairie. Un exemple que la France pourront suivre bientôt. Dernier instant ensemble pour Samuel et son grand-père. Après une semaine de vacances à Avignon, ce petit de 4 ans s'apprête à rentrer chez lui à Paris sans un membre de sa famille. Il est confié à la SNCF. À chaque vacances, elle propose un service d'accompagnement appelé Junior et compagnie. Après les au revoir, c'est parti pour 12h40 de trajet. Ce jour-là, 4 animateurs sont chargés d'occuper 29 enfants. « 53 000 jeunes ont profité de ce service pendant les vacances de la Toussaint, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Ce service coûte un minimum de 38 €. Sur le quai à Paris, les parents rencontrés y trouvent leur compte. C'est un coût qui, en tout cas, moi, me sécurise. C'est toujours moins cher que de faire l'aller et le retour avec lui. C'est avantageux. S'il avait dû accompagner son fils, le seul aller Avignon-Paris lui aurait coûté 78 €. Avec Junior et compagnie, c'est 38 €, 2 fois moins cher. Le supplément dépend de la distance parcourue. Face au succès, certains acteurs privés se sont lancés sur le créneau, comme Kidigo ou Club Kid, qui a malgré les 100 destinations proposées par la SNCF, peu de villes de province sont reliées entre elles. Beaucoup de liaisons partent de Paris. Quand on regarde les destinations qui sont les plus proposées, ce sont des trajets qui sont assez demandés par tout le reste des voyageurs. Je pense que la SNCF choisit ces destinations dans ce sens-là. L'an dernier, plus de 316 000 enfants ont été accompagnés par la SNCF. Ils ont envahi le bitume, trottinettes, rollers, skateboards, électriques, slalom entre les voitures et les piétons. Pour beaucoup de Français, c'est même devenu un moyen de transport au quotidien. À Bordeaux, un skate électrique attise la curiosité des urbains. Ces futurs clients ont souhaité le tester. Premier défi, garder son équilibre. Sur la planche posée sur 3 fours, pour accélérer ou freiner une télécommande connectée, mais pas question de dépasser la vitesse autorisée, 25 km/h en ville. C'est impressionnant visuellement pour des gens qui n'en ont pas l'habitude, mais une fois qu'on est monté dessus, c'est parti. En quelques instants, un commercial l'a déjà adopté et se voit déjà l'utiliser. Par exemple, je prends le train et puis après, je fais quelques kilomètres en ville, donc super flexible de confie. À l'origine de ce skate électrique, 2 jeunes ingénieurs passionnés de glisse, Adrien et Edouard, rêvaient de construire leur planche de terrain. On l'a vraiment fabriqué pour nous. On voulait vraiment s'amuser et faire du surf en toute saison et n'importe où. Et comme je suis ingénieur électronique, je n'ai pas mis longtemps à mettre des moteurs dessus. Comptez tout de même 2 000 € en entrée de gamme. Dernier né, les premiers relais électriques au monde imaginés par Mido Soliman. Ce jeune qui a grandi en Seine-Saint-Denis s'est inspiré des bandes dessinées de son enfance. Franchement, c'est juste fou. J'ai l'impression d'être dans le manga et que j'ai vu quand j'étais tout petit. Il ne manque plus que les écouteurs et des sensations de liberté de dingue. C'est dans un atelier en Picardie qu'ils ont fabriqué les rollers. Grâce à un moteur intégré dans la roue, on peut atteindre 50 km/h.
Et venir personne présenter ses dernières créations à des clients qui découvrent pour la première fois ces patins nouvelle génération, vendus 650 €. L'on trouve déjà dans les rues de Londres et de New York. Aujourd'hui, plus de 12,5 millions de Français utilisent ces engins électriques dans leurs déplacements quotidiens. Dans les assiettes, du 100% végétal. Plats sains dégustés en terrasse. Ce restaurant végan a été lancé au printemps dernier en plein cœur de Marseille par ce couple de trentenaires. L'offre végétale est assez peu développée sur Marseille. C'est quelque chose qu'on voit à Paris depuis maintenant plusieurs années. Je pense qu'on voulait lui donner sa place. La recette fonctionne, 70 couverts servis chaque midi. Avec son soleil, ses touristes et son mélange de cultures. Marseille attire de plus en plus de jeunes chefs ces dernières années. À 36 ans, oui, Manda a trouvé sa place. Sur les marchés de Noailles, à 2 pas de son restaurant, il a apporté de même tous les produits nécessaires à sa cuisine fusion entre Afrique et Méditerranée. Ce jour-là, il va préparer un cloutier de patates douces farcies aux champignons, arrosé d'un bouillon à la citronnelle du Congo et accompagné de chicotés. Passé par de grandes tables parisiennes, c'est finalement à Marseille qu'il a choisi de s'installer. Je trouve que c'est une ville qui donne l'opportunité aux jeunes d'entreprendre. Quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de moyens. Si on veut entreprendre, les prix sont un peu plus accessibles. Depuis 3 ans, son double restaurant, brasserie à midi, gastronomique le soir, a fidélisé une clientèle en quête de découvertes culinaires. Plus à l'écart du centre-ville, dans un bar à vin, c'est une soirée spéciale autour de piments produits localement qui se tient. Au fourneau, une chef indépendante invitée pour l'occasion, d'origine indienne, Julie Camille Souza a trouvé à Marseille l'environnement parfait pour cuisiner. Tout le monde se connaît, il y a une vraie intimité autour de ceux qui travaillent dans le monde de la gastronomie. Et c'est bon parce qu'on se soutient. En tempura avec des crudités à toutes les sauces. Ces Marseillais sont venus déguster sans hésiter. Marseille est une ville très créative et la gastronomie fait partie de cette créativité depuis quelques années et ça a vraiment explosé. Marseille ne compte que 4 restaurants étoilés, mais la ville bouillonne d'idées, une émulation nouvelle qui a placé la ville sur la carte de la gastronomie. Au pied des pyramides de Gizeh se déroule un spectacle grandiose samedi 1er novembre pour l'inauguration du nouveau musée du Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi reçoit quelques 80 délégations étrangères venues pour cette occasion unique. Ce musée sera le plus grand au monde entièrement dédié à l'Égypte antique. À l'intérieur, une monumentale statue de Ramsès II accueille le visiteur dans un espace pharaonique. 80 pièces exceptionnelles, plus de 100 000 objets permettant de traverser plusieurs millénaires d'histoire et de prendre la mesure de la grandeur de cette civilisation disparue. C'est à couper le souffle. Dès qu'on entre, tout est aussi magnifique et impressionnant. Nous sommes heureux et fiers d'avoir ce musée qui va attirer les gens du monde entier. Une fierté nationale pour ce temple de l'Antiquité. Il a mis plus de 20 ans à sortir du sable, son coût près d'1 milliard d'euros. Certaines galeries sont ouvertes depuis 1 an, mais ce que tout le monde attend, c'est de pouvoir admirer les trésors de la tombe du jeune roi Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons. Tout a été restauré dans les sous-sols du musée. Ce laboratoire est dédié à la restauration des chefs-d'œuvre de Toutankhamon. Sculpture dévoilée il y a un siècle par l'archéologue Howard Carter, la galerie de Toutankhamon sera le joyau du musée selon le directeur de la restauration. Depuis sa découverte en 1922, c'est la première fois que tout est présenté ensemble. Cette tombe était spéciale car c'est la première tombe royale où tout était intact à l'intérieur. Ce musée devrait être accueilli, selon les autorités, 5 millions de visiteurs par an.